Tout le monde veut devenir dev. Après les outils no-code, voilà que les designers s'y mettent aussi grâce au dev mode de Figma. Leur objectif, générer du code presque prêt à l'emploi pour simplifier la vie des développeurs. Mais simplifier ne veut pas toujours dire faciliter. Mais alors, le dev mode de Figma va-t-il vraiment révolutionner notre collaboration ? Faut-il encore savoir coder quand tout semble déjà mâché ? Et surtout, peut-on vraiment générer du code sans jamais y toucher ? Pour répondre à ces questions design-driven, je ne reçois pas Léonard de Vinci, mais ils s'y connaissent en pont entre deux mondes. Lucie et Anthony, bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas ? Et on va commencer par Lucie. Avec grand plaisir. Donc Lucie Bordelais, moi je suis chez Figma et je suis responsable de l'Europe. Et je suis absolument, vraiment ravi d'être ici ce matin, Bruno. Eh ben, on est ravis de te recevoir aussi. Et Anthony, à toi ? Ouais. Donc moi, Anthony, je suis leader technique chez OnePoint, au sein d'une communauté d'à peu près 300 personnes qui regroupe designers, développeurs, chefs de projet. Et donc, j'encadre des équipes dans le cadre de projets de développement d'applications. Donc, au quotidien, je code, j'apporte mon aide aux développeurs, je fais l'architecture, je fais les avant-ventes. Et l'intérêt, enfin, le gros point, je pense, différenciant qu'on a chez OnePoint, c'est que vraiment, on a ces dispositifs intégrés où au quotidien, sur le même plateau, on a les designers, on a les développeurs. Donc la collaboration, c'est au sein de notre ADN. D'où le sujet du dev mode et de Figma qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de commencer à parler de ce dev mode de Figma, peut-être que pour quelques personnes qui ne connaîtraient peut-être pas Figma, est-ce que Lucie, tu peux nous redresser un peu un tableau rapide, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent, mais un peu de ce qu'est Figma. Ouais. Donc à l'origine, effectivement, Figma, c'est un outil pour les designers, pour designer des produits digitaux. C'est aussi un outil d'idéation. Et donc, ce dont on s'est rendu compte à l'usage, c'est que finalement, sur cette plateforme qu'on pensait être pour les designers au départ, et après ça, qui donneraient leur design aux développeurs, il y avait 30% des utilisateurs qui étaient des développeurs, mais depuis longtemps en fait. Et donc, les développeurs s'intéressent au design parce que leur vie et leur capacité à développer le produit en question va beaucoup dépendre de leur relation avec le designer. Donc au départ, c'était ça. Et depuis effectivement 2 ans quasiment maintenant, on a lancé un produit qui s'appelle Dev Mode, dont l'idée est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer la collaboration entre les deux métiers, qui quand même parlent des langages un peu différents, même si le but c'est de faire le même produit à la fin, tout en permettant aux deux côtés de rester dans le flow. Parce qu'effectivement, la collaboration, c'est super, mais se parler tout le temps, c'est pas forcément nécessaire. Et donc pour nous, c'était vraiment cette idée-là, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de la collab où tout le monde reste quand même, au-delà d'un expert, vraiment quelqu'un qui maîtrise son art ou sa façon de faire, quoi. Ouais. Et alors sur justement le fait qu'il y ait de différents profils qui utilisent le même outil, parce que nous en tant que dev, on a quand même besoin que les choses soient organisées d'une certaine façon. Quand on veut créer nos composants, on a besoin que les choses soient, il y a une certaine type de structure. J'imagine que chez les designers, c'est peut-être pas forcément la même approche. Est-ce qu'il y a des moyens de faire de converger cette approche d'organisation des éléments? Ouais, alors c'est marrant, il y a quelques années, on a lancé pour les designers un truc qui s'appelle Auto Layout. Et en fait, Auto Layout, ça vient du monde des développeurs. Donc en fait, on essaye de se faire rapprocher quand même des façons de penser qui se rapprochent. Et donc on a commencé en faisant bouger un peu les designers, sans qu'ils s'en rendent compte, en leur mettant des petites idées qui viennent du monde des devs. Et effectivement, l'idée, c'est pas de dire on a des artistes et des techs. Enfin, c'est pas du tout ça. Le monde aujourd'hui, des gens qui font des produits digitaux, il faut arriver à parler à peu près le même langage, même si on est sur des langages différents. Donc oui, on peut faire des choses. Et il y a beaucoup de gens chez Figma qui pensent à ça. Comment est-ce qu'on ramène des notions de la tech vers les designers, parce qu'en fait, ça devient nécessaire. On ne fait pas de l'art pour de l'art.
Donc au départ, c'était ça. Et puis, il y a un ensemble de choses qu'on a mis en place. Au début, tu générais un peu des petits codes snippets de rien du tout, quasiment inutilisables. Hein. Les premières versions sur Figma, tout le monde disait, un peu comme les AI, lol, ça sert à rien, votre truc, ça correspond pas. Et puis, au fur et à mesure, on se rapproche de plus en plus, éventuellement, de votre propre code, dans votre propre langage, ouais. Un peu l'air de rien. Tu vois, il faut y aller par étapes, et finalement, les gens finissent par se rendre compte qu'ils parlent un langage qui est de plus en plus proche. Et comme on est quand même sur des professions, notamment dans le design très jeunes, ils s'en rendent même, entre guillemets, s'en rendent même pas compte. Il y a une plasticité qui est là, ouais, il y a une du coup, plasticité incroyable. Ouais. Et en fait, typiquement, aujourd'hui, les designers, nous, on les forme à utiliser les variables, côté Figma. Donc, ils utilisent les variables, les design tokens, pour setter leurs couleurs, etc. Parce que nous, après, on reprend ça, et on n'a pas à le faire 10 000 fois. Et puis derrière, notre color, c'est white, c'est black, c'est machin, ou c'est le nom de la couleur spécifique, c'est le nom de la taille spécifique. Par contre, ça demande de la rigueur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les designers avaient pas trop. Okay. C'est pas les plus rigoureux. Le nombre de frames qu'on a vu qui s'appelait frame 1, frame 2, frame 3. Donc, il y a toute cette étape d'acculturation et de dire, ok, nous, on a besoin que ça soit cadré, effectivement. Frame 1, c'est pas frame 1. Frame 1, c'est la home. Frame 2, c'est la page contactez-nous, etc. Vos composants, ils sont bien nommés. Effectivement, vous utilisez des composants. Donc vous avez cette notion de composants réutilisables et vous ne mettez pas des designs que vous refaites à chaque fois que vous copiez-collez, mais vous faites un composant et vous l'instanciez dans chaque page. Vous utilisez les variables et les tokens pour faire en sorte qu'on ait la même couleur partout. Parce que j'ai vécu dans ma vie des designs où tu prends 2 pages et entre les 2 pages, c'est pas le même noir sur le texte. Tu dis, mais comment t'as fait ? T'as une fonction variable, là, tu mets juste le nom de la couleur et c'est bon, ça marche. Et donc, il y a toute cette phase d'acculturation que nous, on a fait. Et notamment avec Figma qui nous a accompagnés dans le dev mode, l'accompagnement premium qu'on a eu au tout début du dev mode, un peu avant que ça soit ouvert à tout le monde. Ouais. Et on s'est rendu compte que donc les devs, fallait qu'ils s'adaptent à cette nouvelle interface qui était plus proche de leur IDE, et donc avec des changements effectivement dans l'usage. Et il fallait que les designers, eux, parlent le même langage, comme on le disait, et il fallait qu'ils s'appuient sur les fonctionnalités de Figma qui sont pensées pour ça, pour nous simplifier la vie. Parce qu'en fait, demain, quelqu'un qui connaît pas du tout Figma, qui prend juste l'outil, qui trace des carrés, qui met des boutons et qui n'utilise aucune des fonctionnalités, c'est inutilisable comme un code copié-collé depuis Google, ou comme un code fait par ChatGPT qu'on comprend pas. Donc il y a vraiment une petite courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on s'est entendu sur comment on structure nos pages, comment on structure nos composants, quelles sont les variables qu'on utilise, derrière ça glisse. Ouais. Alors, je pense qu'on verra peut-être dans un second temps les sujets de la qualité du code qui est généré, parce que c'est forcément une question qu'on a tous. Mais avant ça, moi j'aimerais bien creuser le sujet de l'impact côté designer. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit depuis quelques années une tendance du as code partout. On a l'infra as code, on a jamais reçu quelqu'un ici qui nous a présenté l'architecture as code. Donc c'est pouvoir générer des choses avec quelques lignes de code et qu'après les choses se fassent toutes seules. Donc là on est presque sur dans ce que tu décrivais Anthony, sur cette notion de ces variables, ces créations de composants directement dans Figma et autres. On est presque sur du design as code. Tu nous disais qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces métiers-là, donc il y a une certaine plasticité. Question très peut-être naïve, mais est-ce que cette approche hyper structurée a pas d'une certaine manière contraint ou limité les capacités créatives justement de tous ces designers et de tous ces créatifs? Alors ça c'est marrant, c'est un vieux débat. Est-ce que le fait d'avoir un cadre limite ta créativité? Tu as 2 points de vue. Le point de vue qui dit non, au contraire, quand tu as un cadre, tu t'exprimes dans un cadre, mais ça n'empêche pas du tout de s'exprimer. Et des gens qui vont être en dehors de ça. La réalité de Figma, c'est qu'on design des produits digitaux. Donc en fait, ce sont des produits qu'il va falloir coder, en tout cas qui sont sur des architectures. On n'est pas dans un monde où on fait un crayon et un papier. Et donc, il faut accepter le cadre. Je pense qu'il faut accepter le cadre. On ne produit des outils digitaux. Après, effectivement, si c'est pour produire un site web extrêmement simple, on aura très peu de limitations techniques, peut-être qu'on pourra faire quelque chose qui va passer directement du design vers le code.
tout seul. Mais je pense que c'est pas ce que font la majorité de nos clients. Nous, la majorité de nos clients sont quand même des pros qui font des choses complexes. Si tu penses aux produits digitaux, tout le monde pense au site internet, le truc le plus simple, l'appli. Mais c'est aussi l'intérieur de ta Tesla. Et ça, c'est un produit digital un peu compliqué quand même. Donc oui, il y a des contraintes, mais ça t'empêche pas de faire un truc qui est, au-delà d'être beau, parce que c'est peut-être pas l'objectif, être extrêmement user-centric. Et c'est là que cette user-centricity elle est intéressante, parce qu'en fait, rapprocher les designers et les devs, ça aide énormément pour faire quelque chose qui est complètement fluide derrière et qui est agréable à utiliser. Et il y a quelque chose que les designers et les développeurs n'aiment pas, c'est le redo, c'est le rework, c'est y repasser 10 fois parce qu'en fait c'était super beau, mais ça correspondait pas, j'ai pas compris ce que tu voulais, c'est deux noirs différents, etc., etc. Et ça, je pense que tout le monde est prêt, ou beaucoup de gens sont prêts à accepter le cadre pour éviter le rework ou les heures de discussion sur ce que tu as bien voulu voir dire. Ouais, donc il y a une acceptation aisée de ces pratiques qu'on a côté dev, parce qu'en fait ça leur facilite aussi la vie côté design. Je pense. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des habitudes, des comportements ou des méthodes, des façons de faire côté designer qui ont transpiré côté dev? Alors, je sais pas s'il y a des méthodes qui ont transpiré, mais moi, je constate quand même que on pense souvent que le back-end, c'est plus compliqué que le front-end, etc. Alors pas ici. Le travail front, je parle de manière générale dans l'imaginaire des gens et même des développeurs, ils sont tous en mode le back-end c'est plus dur, c'est plus machin. En fait, pour le front-end, il y a quand même un œil à avoir, une précision, quelque chose qui fait que il faut une attention aux détails, il faut des choses comme ça. Et donc, quand le designer design bien son produit et fait les choses correctement, ça nous simplifie aussi tout ça. Et ça fait que les gens ont plus facilement les informations dont ils ont besoin pour faire l'implémentation et tout. Et donc, dans les détails, c'est beaucoup plus précis. C'est pas je regarde et je dis bon, c'est à peu près 12 pixels. Non, en fait, j'ai une variable qui me dit c'est 12 pixels. Et puis celle-là, c'est 2 fois celle-là. Et comme ça, j'ai un truc vraiment bien aligné, bien cadré. Sauf dans des cas très spécifiques où on va être un peu plus créatif. Mais donc, je pense que c'est effectivement les devs qui ont contaminé les designers pour que ça nous simplifie le travail, mais on augmente l'attention du dev et en facilitant son travail, en fait, on augmente la qualité de manière mécanique. En fait, on évite aussi le fameux rework que tu évoquais, Lucie. En fait, c'est que le dev n'a pas à faire le travail que le designer a fait dans son coin et du coup, Et en fait, surtout, il a moins besoin de poser des questions. Ouais. On parlait tout à l'heure un peu du flow. Le fait, en fait, de prendre son design, de commencer à l'implémenter et puis de se rendre compte que, en fait, là j'ai une question, ça nous interrompt. On est obligé d'aller poser la question, peut-être interrompre quelqu'un, avoir un certain délai avant la réponse. Le temps d'avoir la réponse, de se remettre dedans, on perd énormément de temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre dans la main des utilisateurs notre produit. La seule valeur du code, c'est en prod. Nous, on est en bout de chaîne. Donc souvent, les décisions sont déjà prises avant nous. Donc nous, on se retrouve à implémenter. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche. C'est comme on parle souvent de shift left dans le cloud, dans l'infrastructure. Là, on fait aussi un shift left des devs. C'est dès le début, on implique les devs dans le design. On peut même donner des avis en mode ça va être chaud à implémenter, ceci, cela. Et donc, on crée déjà dès le début la synergie, les échanges. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'implémentation. On va plus vite, on met dans les mains des utilisateurs. Et effectivement, si ça ne correspond pas, on peut s'adapter. Mais on a eu déjà plusieurs checkpoints au fur et à mesure qui nous permettent de se dire ok, on va dans la bonne direction. À une époque, c'était moi dans mon passé, j'ai travaillé dans d'autres sociétés, c'était les designs étaient finis à date J, le client avait 5 jours pour valider, et puis après on les donnait aux développeurs. Puis là on découvrait le truc, on faisait mais je peux pas utiliser ça moi, y a rien qui va, j'ai pas les mesures, j'ai rien, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a accès au Figma hyper tôt. On peut commencer à regarder. Donc les designers sont toujours un peu pudiques. Ils aiment pas trop nous montrer quand c'est pas fini. Donc souvent ils aiment bien attendre que ils mettent soit available in dev, soit ready pour qu'on puisse regarder. Mais et encore une fois, je pense que la vision qu'on a permet d'enrichir aussi le produit digital. Et c'est la qualité du produit, ça dépend de tous les points de vue qui s'additionnent. Plus on a de points de vue, plus on a de
de gens qui confrontent et qui challenge, plus on va faire en sorte d'avoir un produit qui est bien conçu. Ouais, et alors c'est marrant, cette pollinisation, c'est aussi dans les équipes. Ce qu'on voit dans les grosses équipes design en France, c'est qu'en fait, il y a un, voire plusieurs développeurs, ou anciens développeurs, mais en fait développeurs, parce qu'on ne peut pas être ancien développeur, on l'est, qui rejoignent les équipes design, effectivement, pour regarder les composants, regarder un peu comment on organise les choses, pour en fait être très en amont, et sans parler d'un produit particulier, parler d'une organisation, de comment on set up tout ça, pour que, effectivement, ce soit scalable. C'est pour ça que je parle de grosses équipes. Plus les équipes de design sont importantes, plus on est sur des entreprises qui ont beaucoup de produits digitaux, plus on va commencer à avoir des techs dans les équipes design. Parce qu'en fait, ça devient nécessaire, effectivement. Et puis ça facilite aussi ça augmente la satisfaction côté client ou demandeur, parce que tu l'évoquais, quand la maquette est validée par le client et qu'on l'envoie après au dev et qui dit bah non, en fait, là ça marche pas, il faut changer ça. Bah, y a un côté très déceptif du client qui dit bah, en fait il faut revenir sur les maquettes parce que et puis on a l'impression que c'est la faute du dev parce que c'est lui qui dit que ça marche pas, mais en fait c'est juste il fallait se voir dès le début, quoi. C'est exactement ça, et ça on l'a vécu dans toutes les étapes du développement. Donc c'est pour ça qu'on rassemble les gens le plus tôt possible et comme ça on va plus vite. T'évoquais tout à l'heure quand on parlait effectivement de cette notion de variable, de composants, et que du coup maintenant c'est partout dans Figma. Il y a un petit étonnement de ma part, c'est que alors c'est peut-être réservé aux grands groupes, mais tu vois, moi j'ai déjà vu souvent des boîtes avoir tout un design book ou un design system avec, tu vois, des choses très précises. Ça c'est ma police d'écriture, ça c'est ma couleur, ça c'est mes logos, voilà comment utiliser. Tu vois, il y a des choses qui étaient quand même hyper cadrées. Est-ce que c'est parce que ça a été pendant un moment réservé en fait à ceux qui avaient les moyens de faire ce genre de choses, et qu'en fait pour le commun des mortels on faisait encore les choses en version 1.1, en version finale, version finale 2 En fait c'est marrant parce que l'histoire du design system, effectivement, moi alors je peux te dire sans les nommer, j'ai encore des clients très grands qui me disent je dois aller expliquer à des gens qui tiennent l'argent pourquoi ça a de la valeur d'avoir un design system. Quelle est la valeur du design system? Alors, tu vas avoir des points de vue brand, voilà, pour la cohérence de l'expérience, pour la cohérence de la marque. Et plus la marque est forte, plus évidemment, on a envie que ce soit super cadré. Mais c'est un investissement, parce que faire tous ces composants, les maintenir, parce que faire un truc vite fait, tout le monde peut le faire, mais le maintenir dans le temps, s'assurer que tout le monde l'utilise. Parce que oui, tu peux faire un design system magnifique, et puis personne ne l'utilise derrière. Donc, mettre en place tout ça, finalement, c'est une orga qui... entre guillemets, ça coûte, et donc tu as encore des efforts à faire. Donc, est-ce qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 3 ans de ce point de vue-là? Je pense que oui, parce que je pense que les gens commencent à voir l'intérêt, notamment parce que ça accélère le développement. Donc, le design system, quand il était que pour les designers, c'était d'une certaine façon plus difficile à vendre que quand on dit ce design system très cadré, très utilisé, permet derrière de produire les outils beaucoup plus vite. Et c'est quand tu fais le lien entre la valeur du design system et le code que réellement tu arrives à, entre guillemets, vendre ton projet et montrer la valeur du truc. Donc je pense qu'on va beaucoup plus loin qu'on a été, mais on a pas mal de plugins aujourd'hui qui sont développés. L'autre lien entre les développeurs et Figma, c'est que Figma a énormément de plugins, donc il y a énormément de développeurs qui développent des plugins pour Figma. Et donc il y a pas mal de plugins, notamment des plugins privés dans les boîtes, sur quelle est l'utilisation réelle du design system. Nos clients les plus avancés, des gens comme Uber, te lancent en réel des espèces d'outils qui regardent précisément, voilà ce qu'il y avait dans Figma, voilà ce qui est sorti, quel est le pourcentage de match entre ce qu'il y a d'un côté et ce qu'il y a de l'autre. Si tu es à moins de je sais pas quel pourcentage, tu passes pas et on repasse. Et en fait, à force de mettre ça en place, les gens du coup se disent moi j'ai envie d'éviter le rework, donc je vais faire de plus en plus attention à la façon dont je m'organise, j'organise mon design system pour que cette charnière se fasse vraiment de façon très smooth. Et derrière, le but du jeu, le but très simple, c'est gagner en rapidité et gagner en exécution. C'est l'objectif de tout le monde, c'est comment je pense un produit et je le livre le plus vite possible, de la meilleure qualité possible. J'aimais bien aussi l'idée que tu as évoquée tout à l'heure, que la collaboration c'est super, mais se parler tout le temps c'est pas forcément idéal. Et c'est ce que tu évoquais aussi, Anthony, en fait, c'est que c'est une interruption permanente. Et en fait, ça montre bien qu'on est effectivement sur des métiers qui sont quand même très humains, mais qu'on a aussi ce besoin quand même de concentration, et que c'est très bien d'échanger avec ses collègues, de savoir ce qu'ils font, leurs problématiques, leurs sujets, leurs enjeux.
Mais devoir constamment se déranger pour se revalider un truc, ce machin, ça ne fait avancer personne, quoi. Non, c'est ce qui tue la productivité le plus possible. Et la motivation. Ouais, et la motivation. Et la motivation, ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Figma, quand ça a commencé, donc on se connectait beaucoup sur l'interface web. Il y a l'application qui est sortie aussi que tu peux installer en desktop. Aujourd'hui, il y a le plugin Figma dans VS Code. Donc en fait, tu n'as même plus besoin de sortir de ton VS Code. Tu es dans ton IDE. Tu vas directement tes designs qui ont été validés. Tu peux aller choper les informations dont tu as besoin pour faire ton implémentation. Et tu n'as pas d'interruption même de switch de contexte. Donc quand tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais travailler sur cette partie-là, tu ouvres ton VS Code, tu as directement les tâches que tu as à faire, entre guillemets, puisque tu as la liste des designs qui sont prêts, et tu peux te lancer. Tu n'es pas obligé d'aller dans un autre outil, d'aller chercher X ou Y, et les plugins permettent ça aussi, d'amener encore au plus proche de l'environnement du dev. Le dev, il veut qu'on lui prémâche le travail. Hein. Enfin, nous, je parle de manière générale, notre taf, c'est de répondre à un besoin. Si on répond à un besoin en écrivant du code, ça nous excite un peu. Si on a un besoin qui n'est pas clair, un besoin qui est trop simple, un besoin qui est ceci, cela, on va avoir tendance à rajouter des complications pour s'exciter un petit peu. Donc si on nous prémâche le travail, qu'on peut le plus vite possible finir nos tâches et après aller faire autre chose, jouer à Valorant, ceci, cela, mais être payé pareil, nous ça nous arrange. Donc typiquement, ouais, le fait de pousser ça dans l'IDE, le fait d'avoir des plugins qui vont nous pré-générer des choses comme ça, on s'assure qu'on a des choses de qualité, on s'assure qu'on a une charge de travail qui est réduite et donc on peut faire plus de choses. Et les devs, ils adorent être surchargés. Ils adorent avoir 150% de tâches sur le dos et de se dire, bah tiens, je vais me défoncer, je vais tout dépiler et puis je vais finir en avance et après je fais d'autres choses. C'est la curiosité intellectuelle qui est le moteur de ce métier. Et donc on aime être alimenté. Et quand on n'a rien à faire, on s'ennuie vite, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette... c'est vrai que c'est un mindset qui est très particulier, hein, ce mindset de développeur et de développeuse. Ouais. Il y a un côté un peu fainéant, mais en même temps, on n'aime pas être inactif. C'est des divas. C'est compliqué. Hein. Ouais, les devs, on est des divas et on est c'est super paradoxal parce qu'effectivement, le meilleur dev, c'est le plus fainéant parce qu'il va faire son travail vite et bien, comme ça, il n'a pas à le refaire. Mais en même temps, il veut énormément de travail. Donc tu te dis, bah, mais pas trop non plus. Enfin, il en faut plus que normal, mais pas. Enfin, c'est une balance difficile à trouver. C'est ça. Et donc les outils dont on a parlé, Figma, Copilot, etc., nous permettent justement de faire plus, de faire plus vite. Enfin, moi je le sais, quand je dois écrire des tests unitaires, si j'ai pas Copilot qui me mâche la moitié du travail, j'ai la flemme de faire mes tests unitaires. Je les ferai plus tard. Je me dis toujours le fameux plus tard. On verra demain. Ouais, c'est pour l'Anthony de demain. Il sera peut-être plus motivé. Il aura grave envie de le faire. Il aura bu plus de café. Alors que quand j'ai un copilote qui me génère le squelette de mes tests unitaires, j'ai moins à taper, je me concentre sur ce qui m'intéresse. Et là, je l'ai fait. Donc c'est tout au début, quand Copilot a commencé à sortir, maintenant ça fait quoi ? Ça fait 4 ans, je pense. Et qu'il y a eu ChatGPT, puis les grosses annonces, Microsoft, Copilot 365 et tout, le mot qu'ils ont utilisé à chaque fois, c'était corvée. Et en fait, les tests unitaires, pour beaucoup, c'est une corvée. Implémenter, rework, etc., c'est des corvées. Donc, on ne veut pas faire les corvées, donc on délègue les corvées, soit à des stagiaires, soit à des IA. Et puis après, nous, on prend les parties qui nous intéressent. Ouais. Je rigole pour les stagiaires. Pour tous les stagiaires qui nous écoutent. Vous parliez de cette approche du rework, parce que ça te supprime effectivement une bonne partie de rework. Et effectivement, on est preneur de ce genre de choses. Je serais curieux aussi de regarder le travail que ça nécessite, la mise en place de ces outils-là. Donc on a parlé un peu du changement côté designer. Déjà, à quel point est-ce qu'il y a de la friction côté designer sur la mise en place de ces systèmes-là ? Et après, côté aussi développeur, de la manière, est-ce qu'il y a des frictions sur le fait de voir arriver un Figma dans ton VS Code ? Tu vois, à quel point est-ce que ça se... Est-ce qu'il y a des points de friction quand même à certains moments ? Alors, je pense qu'il y a peut-être des points de friction, mais que ce qui est hyper important, c'est ce que tu disais, qui était la vision de notre CTO depuis le départ, qui est de dire pas de changement d'environnement. En fait, le développeur ne veut pas aller dans Figma. Il n'y a pas de raison que nous, en tant que Figma, on veuille que le développeur vienne.
Et le designer est peut-être content finalement que le développeur ne vienne pas dans Figma. Du coup, je pense qu'effectivement, oui à la collab avec des lanes ou vraiment des routes extrêmement claires pour chacun. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre au début. Donc tu as raison, il y a une friction qui est une question, mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs vont venir, qu'ils vont regarder un peu plus tôt. Et c'est pour ça que dans le dev mode, au-delà de la partie connectivité, de la partie, effectivement, il y a un plugin, tu es dans VS Code, etc. Il y a toute une partie workflow. En fait, il faut se mettre d'accord parce que, et c'est la raison numéro 1 qu'on entend pour ne pas mettre en place du dev mode. Pourquoi je ne le ferai pas? Et parce que, en fait, c'est pas une question d'outils. C'est une question de changement, c'est une question de workflow, c'est une question de revoir nos process qui souvent d'ailleurs n'existent pas vraiment, qu'on n'a jamais formalisé. C'est juste qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, prends ça, oh, super. Et donc dire, en fait, il va falloir s'asseoir, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir définir le process. Et puis derrière seulement, on l'outillera, c'est du changement. Donc effectivement, ça crée une friction qui est, je dirais, même pas liée à l'outil, qui est liée simplement au fait qu'il va falloir s'asseoir et définir un truc dans lequel on a un petit peu navigué à vue jusqu'à maintenant. Mais c'est là que, et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de projets, notamment il y a 2 ans, mais encore aujourd'hui, où on discute avec notamment OnePoint, par exemple, en disant, pour tel client, comment est-ce qu'on peut l'aider à passer au-dessus de la partie workflow, de la partie changement. Et ça, c'est... Parce que l'outil, c'est un outil, j'ai envie de te dire. Une fois que tu as expliqué comment ça marche, ça marche. Mais c'est beaucoup plus, voilà comment on va le faire, et puis voilà à quoi va ressembler le bon process, et voilà pourquoi tout le monde y gagne. Ouais. Et ça, c'est de l'accompagnement du changement, et ça prend du temps. Mais est-ce qu'il y a... Parce que... Alors, c'est peut-être parce qu'on est sur le podcast If This Then Dev, où du coup, on choisit un angle d'attaque, mais moi, de ce que je perçois quand même dans tout ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est que c'est une volonté de Figma, ou en tout cas de ces outils-là, de faciliter la vie du développeur et des développeuses. Est-ce qu'il n'y a pas du coup côté design des gens qui disent mais pourquoi est-ce que moi je devrais faciliter la vie des autres? Il faut qu'on me facilite ma vie à moi aussi en fait. Alors on développe plein de choses tous les jours pour faciliter la vie des designers. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément liées à DevMode. Il se trouve que là aujourd'hui on parle de ça, mais il y a plein de trucs qu'on fait aussi pour les designers, j'espère qu'ils le savent. Et ça reste... alors, par contre, oui, on est là pour améliorer la vie des devs. On garde une conviction qui est qu'on vient du design et on parlait d'AI tout à l'heure, dans un monde où il va y avoir beaucoup de contenu et beaucoup de sites et beaucoup de produits digitaux qui vont quasiment être... construits tout seuls et d'une qualité assez médiocre par les IA demain. Le rôle du designer, le rôle vraiment de construire des expériences utilisateurs delightful, comme on dit en anglais, c'est hyper important. Et donc le rôle du designer là-dedans, il est hyper important. On ne va pas arriver dans un monde demain, et ça c'est une conviction Figma, où finalement il n'y aura plus que des devs, parce qu'on pourra faire des espèces de design générés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils peuvent faire le code pendant qu'ils y sont, puis il n'y aura plus personne. Non, on pense vraiment que pour faire une expérience exceptionnelle qui vous différenciera demain de tout le contenu généré par de l'IA et qui fera que vous aurez un produit meilleur, c'est des très bons designers qui parlent très bien avec les développeurs. Et ça reste notre conviction. Donc je pense que les designers n'ont pas à s'inquiéter. Tu parlais des frictions. Dans les frictions, typiquement, avant que DevMode soit lancé en 2023, on avait tous la même interface. Donc on avait tous nos habitudes d'aller inspecter les trucs à tel endroit, d'aller exporter nos fichiers d'une certaine façon. Puis d'un seul coup, tout a changé. Donc changement d'interface. Il a fallu s'adapter aussi côté dev, parce que même si c'était dédié pour nous, tout avait changé de place. Donc les gens qui avaient l'habitude d'utiliser la Figma, cassure. Donc heureusement qu'on avait pu l'anticiper en testant ça un petit peu en avance de phase. Et effectivement, au départ, tout était au même endroit. Aujourd'hui, on voit bien les 2 phases. Donc la phase conception, la phase développement et les workflows dont parlait Lucie. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, on peut marquer les choses comme prêtes. Donc on se dit, je travaille dessus que quand c'est prêt. Et un truc qu'ils ont rajouté avec le dev mode qui n'était pas avant, c'est comparer entre 2 versions, les différences. Et ça, qualité de vie incroyable. Parce que avant, c'était
bah attends, j'ai changé ce truc-là, en fait, la taille de la police, c'est plus la même, j'ai déplacé ci, j'ai déplacé ça, et on n'avait aucun historique sur les fichiers. Donc l'historique, c'était quoi? C'était je copiais-collais, puis je mettais hold machin, et puis j'avais les deux côte à côte. Aujourd'hui, on a la capacité de faire la comparaison entre deux versions. Ça, c'est... Donc les frictions ont été réduites au fur et à mesure. C'était pas dispo dès le début, enfin des choses comme ça. Mais on voit qu'ils ont écouté aussi les feedbacks des utilisateurs. Et en fait, ce qui est intéressant à plusieurs échelles, c'est que donc Figma, eux, bah, ils ont des techs chez eux puisqu'ils développent. Donc ils ont des techs qui peuvent parler à des techs. On en a même beaucoup. Ouais. Ils ont des techs qui peuvent parler à des techs qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'entreprises, comme parlait Lucie, qui sont des grands comptes qui, eux, ont leur design system et qui vont avoir un Figma et puis ils vont utiliser ça un peu de manière cadrée. Nous, comme on est dans le conseil, on voit plein de clients avec des niveaux de maturité différents. Et donc, c'est ça aussi qui nous a aidé à mettre un peu en place des méthodes et des pratiques pour justement réduire la friction. Donc, notre objectif, c'est la vitesse, c'est la qualité et c'est réduire les frictions au maximum. Et donc, on accompagne nos clients effectivement dans l'usage de Figma, on accompagne les clients dans l'usage des IDE, etc. pour faire en sorte que tout se passe le plus sereinement possible. Il y a une idée qui me vient en tête en écoutant cette conversation, parce que j'évoquais tout à l'heure la tendance As-Code qu'on voit partout. Là, effectivement, on applique aussi ces méthodologies au monde du design. Tu nous as parlé maintenant du concept de versionning. Au final, quand on peut avoir ce côté ready sur un design sur Figma, bah, c'est un peu comme quand on fait un push au final en prod. C'est une façon de committer son travail. Est-ce qu'au final, toutes ces tendances, que ce soit aussi bien sur le design aujourd'hui au travers Figma, mais au travers d'autres métiers, est-ce que c'est pas une façon de... Le monde reconnaît enfin que le way of life des développeurs et développeuses est en fait le meilleur way of life en fait. Parce qu'on a de la méthode, on est carré et on a des workflows en place et des choses qui marchent. Et, dans le monde du dev, moi j'ai beaucoup collaboré aussi par exemple avec des gens qui font de la data, qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes. Et il faut les amener avec notre way of life parce que pareil, j'ai déjà vu des devs qui pour partir en prod, ils faisaient CTRL-H, dev, remplacer dev par prod, et puis remplacer partout, tu vois, dans un Terraform, mais je suis là... je veux pas. Donc ouais, c'est effectivement le software engineering, c'est pas une discipline scientifique, c'est pas ceci, cela, mais c'est un tas de méthodes et un tas d'outils. Effectivement, on a parlé de Figma, on a parlé de langage. Enfin, demain, un site web qui est codé en TypeScript, un site web qui est codé en Clojure, un site web qui est codé en ce qu'on veut, c'est juste un langage qui va traduire un besoin en un résultat. Enfin, ce qui compte, c'est le résultat, peu importe comment on le fait. Ouais. Chacun adapte à son truc, mais on a des méthodes pour faire ça de manière efficace. Et donc, ouais, on est enfin reconnu. Sur les frictions, donc on a parlé effectivement des frictions côté designer. Chez les devs, il y a quand même une tendance à être un petit peu frileux sur ce côté, les WYSIWYG, ces fameux outils qui génèrent du code automatiquement depuis ce qui est fait par des gens qui ne sont pas développeurs ou développeuses. Est-ce qu'il y a eu de la friction aussi sur la création de ces outils-là et la mise en place de ces outils-là côté dev? Ouais, alors, je ne sais pas comment... Alors, les clients peuvent utiliser les outils de façon différente. Hein. On peut générer du code. On a beaucoup de clients, notamment assez matures, qui disent « Maintenant, je n'ai pas besoin qu'on me génère du code pour mes composants. En fait, mes composants, ils sont dans mon GitHub. J'ai absolument tout. Par contre, on a besoin de faire le lien. » Et donc ça, c'est un outil qu'on a qui s'appelle Code Connect. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, la première version de DevMode, on générait du code. Et assez vite, les clients nous ont dit « En fait, on n'a pas vraiment besoin que Figma nous génère du code in a vacuum. » Et du coup, on a dit, OK, du coup, on va aller plutôt se faire parler les environnements. Là aussi, c'est de la collab. Et donc, Code Connect, c'est la solution à ça. C'est de dire, on va aller chercher votre vérité et là où vous en êtes. Après, on a des tout petits clients qui disent, moi, ça m'intéresse un peu de génération de code parce que moi, j'en suis au tout début. Et finalement, ça met un pied à l'étrier. Ça ne veut pas dire que je vais prendre ce que me donne Figma comme parole d'évangile. Mais, en revanche, ça fait un starting point. Et là, ça permet d'aller plus vite. Donc, pour nos gros clients, tu as raison. On ne va pas aller générer du code pour des gens qui ont déjà des librairies colossales, qui ont déjà des façons de travailler colossales. Est-ce qu'avec le Code Connect, du coup, ça te met à jour ton Figma pour que ton Figma corresponde à ce qui existe Alors, ça peut se parler dans les deux sens. Dans les deux sens, ok. Ouais, ça peut se parler dans les deux sens. Et là aussi, c'est vraiment là que c'est hyper important de prendre le temps
de définir comment toi tu veux travailler. Mhm. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire. L'outil, il est finalement relativement flexible. Il faut voir, toi, à ton niveau de maturité, ce que tu as envie de faire. Tu veux que ça se passe dans un sens, dans les deux sens. Où est la vérité finalement? Souvent, on considère que la vérité, en tout cas les développeurs considèrent que la vérité est dans GitHub. Oui, j'ai des sourires tout à fait. Ce qu'on comprend très bien, parce qu'à la fin, le produit final, il vient de là. Et puis, on a quand même beaucoup de questions, et notamment de nos clients qui ont une certaine dette technologique. C'est qu'en fait, le but de tout ça, c'est quand même de certes sortir des produits de plus en plus vite, mais qu'il y a une cohérence dans tout ça. Donc, il y a un énorme avantage à bien prendre les composants qui sont dans GitHub et pas aller faire un peu n'importe quoi partout. Voilà. Donc, il y a plein de façons de faire. L'outil a été pensé pour correspondre au niveau de maturité des différents clients et des différentes étapes des sociétés. Après, il y a effectivement une vraie étape de réflexion et de se dire comment on bosse ensemble. C'est pas « Ah bah super, on va mettre ça en place et ça va régler tous nos problèmes ». Au niveau de Code Connect, nous, effectivement, on n'utilise pas forcément toujours le code généré, sachant que les langages qui sont générés sont assez restreints aussi. Dès qu'on va commencer à faire du web, on va pas avoir forcément les composants React, sauf à utiliser des plugins, des trucs comme ça. Alors maintenant, si. Du CSS, mais ouais. Alors, par contre, le truc, c'est que Figma est une boîte qui livre en permanence. Donc, du coup, ton information a quelques semaines de retard. Mais, mais oui, mais t'as raison. Ouais, de toute façon, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Et de toute façon, on aime bien quand même nous taper nos lignes de code. Mais en fait, Storybook, c'est un peu ce qu'on avait l'habitude de mettre en place avant avec Storybook, qui était un outil qui permettait de faire le lien et la présentation de nos composants. En mode, vous pouvez tester les composants directement, voir les variantes, voir à quoi ça ressemble une fois que ça a assemblé, etc. Et permettre de faire de la recette, par exemple. Aujourd'hui, avec Code Connect, on est obligé d'écrire du code pour connecter. Donc, on écrit notre composant. À côté, on écrit le petit fichier Figma Connect qui, en fait, récupère directement avec la ligne de commande les propriétés du composant. Et on fait le lien entre les deux. On fait en fait l'usage. On va écrire l'usage du composant. Et ensuite, on le pousse vers Figma. Donc, c'est d'abord, on tire depuis Figma les propriétés. Donc, ça va nous faire un petit JSON avec toutes les propriétés que je peux renseigner, mes variantes, mes couleurs, mes machins. Et après, on push une fois qu'on a fini. Et après, ce que ça fait, c'est que dans Figma, je peux directement tester les composants. Donc, ce que je faisais avant de Storybook, maintenant, je le fais dans Figma. Donc, d'un côté, j'ai le design. Et en fait, juste à côté, j'ai toutes mes variantes que je peux tester et surtout le bout de code que je peux réutiliser pour l'intégration dans mon appli. Donc en fait, c'est pas je vais générer le code du bouton, mais je vais générer le code d'utilisation du bouton avec telle variante ou telle autre variante. Et donc ça, c'est assez pratique pour que tout le monde utilise les choses de la même façon. Parce que je me dis, bah tiens, quand mon form est disabled, comment est-ce que je le passe en mode disabled? Je vais dans Figma, je switch, je mets variante disabled, et je vois, en fait, c'est la propriété disable que j'ai à rajouter à tel endroit. Donc, on va avoir toutes ces variantes qu'on peut renseigner, mais pour ça, il faut encore écrire le code. C'est le développeur qui va écrire le code et qui va le push pour faire le lien. Ouais. Et ça, typiquement, c'est un endroit où l'AI ferait être super intéressante. Ouais. Typiquement, dans les choses qu'on regarde, c'est comment est-ce que cette partie-là, qui reste effectivement relativement manuelle, entre guillemets, pourrait éventuellement être automatisée. Mais ça, c'est le futur. Ouais. Ouais. Après, c'est un futur qui tend à arriver de plus vite qu'on le pense à chaque fois. Ça va assez vite. Donc au final, il y avait effectivement une question sur la qualité du code généré. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que dans l'usage, c'est pas tant que ça le code qu'on va générer automatiquement. Ouais. C'est juste cette connexion entre ton code et le Figma qui permet en fait une fluidité sur le long terme. Ouais, plus chez nous, avec notre niveau de maturité, c'est plus ça, comme ça qu'on l'utilise. Et on en parlait aussi, on met en place un design system. En fait, la documentation de comment j'utilise mon design system, elle est directement dans Figma, puisque j'ai connecté mon code et je sais que je clique sur mon bouton, je l'importe depuis tel package et j'ai toutes ces variantes qui sont disponibles. Donc c'était quelque chose qu'on faisait à côté avant, en utilisant par exemple Storybook. Maintenant, on rapatrie ça directement dans Figma, ce qui fait qu'en plus dans mon IDE, j'ai aussi accès. Tout est centralisé. Donc ça devient la source de vérité du design du produit. Donc même si le code à la fin, c'est ça qui tourne sur la backend et c'est ça qui va s'exécuter, en poussant le code dans Figma, on a une vue d'ensemble qui est hyper intéressante. Après, si vous êtes une entreprise beaucoup moins mature, on a aussi, typiquement, Figma, on a un design system en marque blanche qui a son code connect
et qui a le code qui va avec. Donc tu peux partir pas d'une page blanche, tu peux partir d'un design system embryonnaire existant sur lequel tu vas rajouter tes couleurs, tes fontes, toutes tes variables, etc. Mais qui a déjà une base, un squelette de code que tu vas pouvoir récupérer et faire vivre avec le Code Connect. Mais ça, c'est, je dirais, l'autre côté de maturité. On est complètement sur des cas d'usage complètement différents, mais tu gagnes du temps. Et dans ce qu'on n'a pas parlé niveau qualité du code aussi, il y a tout ce qui est accessibilité, qui est hyper important, et ça se traduit dans le code. Le fait de rendre ses composants accessibles, etc., on ne le voit pas forcément directement dans Figma, donc ça, c'est plutôt dans le code qu'on va mettre en place les outils pour vérifier que nos composants sont bien implémentés. Pas mal. Alors ça, c'est effectivement un sujet important qui n'est pas souvent pris en compte, donc c'est cool de savoir que c'est géré aussi de manière automatique. Mais du coup, moi, ce qui me fait poser la question de est-ce que le code est rendu accessible aussi ? Parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité du produit qu'on génère, mais assez peu du code qui doit lui aussi être accessible, parce qu'on a aussi des développeurs et développeuses qui sont en situation de handicap. Mais ça, je ne sais pas si c'est un... En tout cas, chez nous, on a des développeurs en situation de handicap, et c'est des développeurs comme tout le monde, donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les gens. Donc effectivement, ce que je disais juste avant, le fait d'avoir la documentation qui remonte dans Figma, ou d'avoir... ça nous force à écrire cette documentation, et ça nous force à la pusher, donc forcément, derrière, les gens qui vont vouloir l'utiliser, ça va être plus simple aussi. J'ai pas envie d'anticiper ta question de la fin, mais ma réponse ira dans le sens de l'accessibilité. On va utiliser des tabulations, parce que si la personne elle a des problèmes de vision, elle va vouloir ajuster ces trucs comme ça. Donc ça fait partie des pratiques que les devs essayent d'infuser dans le monde entier. C'est que les machines, les outils de travail s'adaptent au handicap. Donc pour nous, il n'y a pas de différence entre un développeur qui a un handicap et un autre développeur. Vous parliez aussi tout à l'heure des technos dans lesquels le code est écrit. Aujourd'hui, en fait, c'est majoritairement du React, ou on peut utiliser même du Vue ou du Ruby si on a envie. Enfin, c'est quoi le... Alors honnêtement, j'ai pas toute la liste, mais Vue oui, React oui, et Ruby je ne sais pas. Après, nous on a plus tendance à utiliser par exemple le code CSS qui est généré, et puis à l'adapter. Le truc, c'est que Figma, c'est agnostique déjà de base du langage. Et effectivement, il y a quelques accélérateurs pour la génération de code. Ça fait aussi des applis mobiles. Donc on peut générer du Swift, on peut générer du Kotlin. Du Kotlin, je crois. Je sais plus. Et je vous avoue que c'est pas celui que j'utilise le plus. J'aime toujours, moi, faire mon petit truc. Et on a aussi nos petites lubies côté dev. On choisit une manière de développer un ensemble de nomenclatures. À quel point est-ce qu'on peut guider Figma dans le respect de ces nomenclatures ? C'est quand on discute avec les J'allais dire, c'est pas Figma qu'il faut pousser, c'est ton designer. C'est les designers, ouais. C'est les designers, et donc nous, à notre échelle, on fait ça avec nos équipes de design, et c'est aussi le croisement des expériences, et puis c'est quelques événements où on partage ces bonnes pratiques. Mais on l'a dit tout à l'heure, les développeurs sont des divas, et on peut pas avoir un framework qui va marcher avec tous les développeurs. Enfin, c'est utopique, et surtout on n'en voudrait pas. Chacun a son idée, chacun a son truc, etc. Donc ce qui est important, c'est l'équipe qui délivre la valeur. Il faut qu'elle soit d'accord. Donc c'est pour ça que typiquement, moi, quand je commence un projet, je pars pas en disant on fait des sprints de 2 semaines, on fait un monorepo, on fait ceci, on fait cela. Attends, je monte mon équipe, ok, on se pose la question. Combien de temps font nos sprints ? Est-ce qu'on met en place un monorepo ou pas ? On va utiliser quel outil pour la CI ? Enfin, tous ces trucs-là, faut que l'équipe s'en empare. Et dans l'équipe, il y a les designers. Donc c'est à ce moment-là qu'on va dire, ok, nous on a besoin que ça soit architecturé comme ça, on a besoin que vous utilisiez les variables, on a besoin que ceci, cela. Et après on déroule. De la même manière que les designers, eux, vont pouvoir dire, nous on travaille comme ça, on a besoin de ça, ce genre de choses. On va se challenger. Et puis en fait, on va s'enrichir l'un l'autre. C'est ça qui est aussi intéressant dans la collaboration, et c'est pour ça qu'on aime ça, c'est qu'il y a toujours à apprendre de n'importe qui. Donc beaucoup d'humilité, il faut beaucoup d'humilité pour faire du dev. Et effectivement, des fois, on va créer des boutons. On va créer des boutons en React, on l'a fait 1000 fois. Mais il y a besoin de faire des boutons, donc je vais faire mon bouton tranquille. Et après, je ferai des trucs plus intéressants. Ça fait partie du job. Dans cette mise en parallèle, effectivement, des façons de faire, il y a, je pense, aussi une... attends, j'essaie de voir comment je peux formuler ma question. Parce que
Tu as évoqué tout à l'heure la complexité du métier de dev front versus dev back. Pardon. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à ce micro. Le dev front est un métier qui est devenu extrêmement complexe par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était juste un métier d'intégrateur. Hein. C'était effectivement traduire un fichier PSD en HTML. Aujourd'hui, il y a une vraie complexité. Au final, des outils comme ce que vous faites chez Figma étaient un peu une nécessité. Parce qu'avec toute cette complexité qui est portée côté code dans le front, il y avait une nécessité en fait aussi de streamliner. Hein. Tu parles beaucoup de workflow, de rapprocher tout ça. Hein. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que le front a tendance à se complexifier. On pense beaucoup en plus application web. Mais le front, ça peut être autre chose. Ça peut être vachement plus complexe. En fait, nous, on voit chez nos clients des choses incroyables. Quand tu penses à ce que peut développer un Airbus, tu imagines ton cockpit. Bon, là, on n'est plus sur une appli qui peut être pas très agréable à utiliser, quoi. On est vraiment sur des choses très complexes en termes de produits digitaux. Et là, c'est la société entière qui change. Quasiment tout devient digital. On a beaucoup de conversations avec nos clients sur le lien aussi entre le hardware et le software et les expériences multimodales. Et effectivement, ça devient très complexe. Et j'aime bien ce retour au bouton où on avait des interfaces, tout était digital, il n'y avait plus de boutons et maintenant on a tendance à remettre des boutons aussi parce qu'on se rend compte que les interfaces c'est sympa, mais c'est intéressant d'avoir des petits trucs à tourner ou à appuyer aussi. Parce que c'est vrai qu'on voit les voitures où il n'y a plus rien, c'est juste t'as une tablette et puis machin. Un petit retour en arrière. Ouais. Mais l'avantage le problème du bouton, c'est qu'il est physique et que tu peux pas le changer après coup, si jamais tu veux le changer. Ouais. Enfin, c'était le grand argument de Steve Jobs sur la sortie de son iPhone. On a une question dans le chat qui demande si Code Connect sera aussi ouvert à la suite de plugins, ce qui est aussi l'une des forces de Figma. Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Pour utiliser les plugins et l'API Figma, il faut avoir le plan Enterprise. Ouais, alors c'est déjà le petit... T'as deux choses. T'as les plugins privés. Ouais. Et les plugins privés, tu peux faire beaucoup de choses. Et t'as des plugins publics qui sont pas tout à fait la même chose. Ouais. Et pour les plugins privés, effectivement, il faut les plans Enterprise. Ouais, donc Code Connect, il est dispo, il est gratuit en CLI. Donc j'ai pas testé la toute dernière version, parce que ça évolue aussi, mais il est dispo, on l'installe dans son CLI, on génère nos fichiers Figma, etc. Après, dès qu'on va vouloir utiliser les plugins, ça c'est plutôt les designers souvent qui ont tendance à utiliser des plugins pour pré-générer certains designs, pour pré-générer des fiches d'information des écrans, des trucs comme ça. Pareil, pour encore nous pré-mâcher le travail. Et dès qu'on veut faire les plugins privés, utiliser l'API Figma qui est très versatile. C'est là où il y a un plan Enterprise à avoir, donc c'est pas ouvert encore à tout le monde. Pour terminer, j'aurais une question, on va dire, un peu double. La première, c'est que entre ce que vous faites aujourd'hui avec ce DevMod et Code Connect et tous les outils d'IA, on a parlé de Copilot et autres aujourd'hui, il y a une tendance à voir le métier de codeur disparaître de plus en plus. Les choses se font de manière de plus en plus seule. Donc le premier point de ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une tendance affirmée et qui va aller de plus en plus loin sur la disparition de ce métier-là spécifiquement. Et ma question dans un deuxième temps, ce serait c'est quoi aussi l'impact de ces outils d'IA dans le monde des designers? Je ne sais pas si Figma, vous avez des choses qui vont générer automatiquement. J'ai cru comprendre que oui, il y a des trucs d'auto-layout et compagnie. Mais à quel point est-ce que ces technos changent aussi d'autres métiers? J'en profite d'avoir quelqu'un qui fait un autre métier ici, parce que c'est toujours intéressant de voir aussi le... Alors, fun fact, moi j'ai fait mes études en comptabilité il y a 20 ans. Et ça fait longtemps qu'on dit le comptable va disparaître. Le comptable aurait d'ailleurs déjà dû disparaître parce que le premier qui a été automatisé dans tout ça, c'est le comptable passer une écriture comptable. Je vous rassure, il n'y a pas de chômage chez les comptables. C'est l'une des professions de France, d'ailleurs si vous changez, c'est l'une des professions de France où il n'y a pas de chômage parce qu'en fait le métier change. Et effectivement, la partie la plus basse, passer une écriture simplissime, ça disparaît. En revanche, la comptabilité, comme le code, comme le design, en fait, c'est des matières complexes. Donc, moi, je ne crois pas du tout que les gens vont disparaître. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle est tout à fait vrai. On va avoir des automatismes, on va avoir de l'intelligence artificielle. Encore faut-il être capable de lire, de comprendre le code qui a été sorti, d'avoir un point de vue et de le changer si nécessaire. Et tout ça, ça nécessite encore des humains. Alors, peut-être pas pour toujours, mais bon, je pense qu'encore un certain temps. Et ça demande des humains qui ont quand même bien réfléchi, qui ont tout compris derrière.
C'est-à-dire que c'est pas simplement des humains qui vont regarder des choses et puis dire rouge, vert, vraiment des humains qui comprennent toute la logique derrière et qui disent oui, ça a du sens, non, ça n'a pas de sens. Dans le contexte dans lequel je suis, que je ne pourrais jamais expliciter complètement, ça a du sens ou ça n'en a pas. Donc là-dessus, je pense que pour les développeurs, pas trop s'inquiéter. Pour les designers, même point de vue. Effectivement, nous, on a des outils d'IA. On a par exemple des outils d'IA, tu parlais tout à l'heure des frames, qui renomment les frames pour éviter frame 1, frame 2, frame 3. Donc cette IA-là devrait faire plaisir à la fois aux développeurs et aux designers. L'IA va te permettre de faire toutes les tâches du genre renommer les frames. Ça n'intéresse pas le designer. Donc ça, c'est très bien. Ça va te permettre aussi d'itérer et de te poser des questions. Donc là, c'est de l'IA générative. De la même façon que tu peux générer un texte, tu peux générer dans Figma aujourd'hui des designs. Il n'empêche qu'il va falloir itérer, il va falloir se poser des questions, il va falloir changer. Et surtout, si on ne veut pas que tout se ressemble, ce qui est quand même le gros risque, hein, si on ne veut pas que tout se ressemble, il va falloir rajouter la patte du designer. Et celle-là, à nouveau, ce n'est pas l'IA qui va le faire. Donc nous, on a ce point de vue-là. Et puis l'autre point de vue, et là, on se travaille beaucoup là-dessus en ce moment chez Figma, c'est OK. Maintenant, avec l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a jamais fait ? En fait, qu'est-ce qu'on peut aller faire dans Figma en termes de motion design, en termes d'expérience absolument incroyable, expérience qui n'existe pas aujourd'hui sur le web, parce qu'aujourd'hui, nos expériences, elles sont assez basiques. Hein. Quand tu regardes les applis, surtout en Europe, où on a simplifié à mort, tout est en noir et blanc, et puis voilà. Est-ce qu'on peut faire des choses complètement incroyables ? Est-ce qu'on pourra faire demain des expériences qu'aujourd'hui, on n'imagine même pas ? Parce que les outils s'améliorent énormément. Et ça, c'est le côté très cool du futur. Pour répondre à la question sur le métier, moi je pense qu'entre les années 90 et aujourd'hui, il a déjà changé. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'ingénierie logicielle, des choses comme ça. À l'époque, on parlait de programmeurs parce qu'ils avaient des specs détaillés, des specs techniques détaillés, et en fait, ils traduisaient l'aspect technique détaillé en ligne de code et on leur demandait pas de réfléchir. On avait des cycles en V, on avait des choses comme ça et tout était très basique. Il y avait déjà des mouvements qui avaient commencé pour rendre ça un peu plus intellectuel. Avec l'agilité aujourd'hui, les specs ont tendance à être beaucoup plus vivantes et donc à venir un peu plus tard, etc. Et on demande aux développeurs, parce qu'on n'est plus sur des programmeurs, on est sur des développeurs ou des ingénieurs logiciels, de réfléchir. C'est pour ça qu'on les inclut aussi dès le début dans la conception et tout. Donc en fait, le travail a déjà évolué entre il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est plus du tout le même. Et effectivement, les personnes qui restent des programmeurs ont plus de mal à trouver leur place dans le marché aujourd'hui. Mais il y a quand même une énorme majorité des développeurs qui font ça comme travail alimentaire. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de sujet. Chacun a son truc. C'est plus les développeurs passionnés qui vont devenir les développeurs augmentés de demain avec l'IA, avec tout ça. Et en fait, encore une fois, notre rôle, c'est de résoudre des besoins. J'ai un problème, je trouve une solution. Le code, c'est un moyen de résoudre ce problème. Et moi, je suis hyper content quand je résous un problème sans code. Encore une fois, si on parlait de no-code, si j'ai une solution no-code, si je mets une ligne dans un Excel, ça m'envoie un email, etc., mais je le fais. Parce que j'ai résolu le problème de mon client et je passe à autre chose. Et donc, moi, j'ai besoin de résoudre des problèmes, de confronter comme ça des problèmes de logique intellectuelle et de trouver des solutions. C'est trouver des solutions. Ce qui est enrichissant, c'est j'ai apporté une solution. C'est pour ça que quand je reviens dessus, ça me saoule. J'ai pas envie de le refaire. Et donc le métier de programmeur est devenu le métier de développeur. Demain, développeur augmenté. Mais il y aura de la place encore pour tout le monde. Ouais. Pour rebondir sur vos deux propos, alors déjà sur l'histoire des specs, ça fait aussi partie des exemples pour montrer que l'IA va pas nous remplacer, parce que il y a des années, effectivement, on faisait des specs qui étaient hyper détaillés, et ça n'empêche qu'on arrivait quand même à sortir des applications qui correspondaient pas à ce qui était effectivement demandé. Donc ça montre que même si tu fais des specs hyper détaillés à l'IA, tu n'auras pas forcément un produit si bien que ça. Et pour revenir aussi, Lucie, sur ce que tu disais sur le risque de l'uniformisation, on l'a connu aussi il y a quelques années avec Bootstrap, qui était un super produit qui permettait de faire des fronts techniquement de manière hyper simple. Et puis en fait, petit à petit, on a vu tous les sites qui se ressemblaient parce que tout le monde utilisait Bootstrap. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait une espèce d'homogénéité, mais si tu pouvais le customiser un peu, le changer, on reconnaissait assez vite la patte du truc. Donc j'imagine qu'avec l'IA, c'est les mêmes sujets en fait. C'est que
Si on fait on prend tous les mêmes outils, on aura tous la même chose à la fin, quoi. Surtout, il se nourrit du contenu, donc alors, ça va être incroyable. Plus il va manger la même chose, plus la soupe va être parfaitement lisse. C'est le risque de lire. Ouais, complètement. Écoutez, top. Merci beaucoup à vous deux pour cet épisode. Pour terminer, j'aurais 2 questions rituelles. La première étant, est-ce qu'il y a un contenu que vous souhaiterez conseiller à nos auditoristes ? À la croisée du dev et du design un petit peu, c'est Game UI Database. Donc c'est un site qui recense toutes les interfaces graphiques de tous les jeux vidéo. Ils ont sorti une version 2.0 cette année qui est incroyable. Donc c'est un mec qui taffe dessus un peu tout seul et la communauté peut l'enrichir. Et en gros, vous prenez n'importe quel jeu, vous allez dessus, ils ont pris des screens des menus, ils ont pris des screens des trucs in-game, des dialogues et tout. Ils ont un moteur de recherche qui est incroyable. Et donc ça, quand on veut s'inspirer, c'est vraiment dingue. Et vraiment une pépite de ressources à la croisée du dev et du design. Trop bien. Canon. Moi, je pense, parce que c'est presque Noël, à un livre qui s'appelle « Les marins ne savent pas nager ». Parce que pour moi, c'est le livre que l'IA n'aurait jamais pu écrire. En fait, c'est un monde imaginaire qui se passe à peu près au XVIIIe siècle, sur une île loin de tout, et elle invente un langage propre, une société propre, mais qui est très proche de ce qu'on imagine de l'époque, et en même temps, c'est complètement inventé. C'est un très beau livre. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que en fait, le cerveau humain est absolument incroyable, et c'est écrit par une Québécoise, et on lit pas beaucoup et du coup, je me disais, est-ce que c'est du québécois ? C'est quoi Est-ce que c'est du québécois du XVIIIe siècle ? Et en fait, non, pas du tout. C'est quelque chose qu'elle a complètement inventé. Donc l'idée d'inventer des langages et vraiment de montrer la richesse humaine, c'est merveilleux. Ouais, je vous le conseille. Canon. Alors pour info, l'épisode sera diffusé après Noël. C'est pas grave. Donc, même après Noël, on a le droit de se faire plaisir. Exactement. Donc on mettra bien évidemment les liens en description. Et pour terminer, la question rituelle du podcast, est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation ? On va commencer par Lucie. Alors moi, je vais dire espace parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais sur l'avant-bras gauche de Bruno, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des planètes, le système solaire, j'imagine, de ce que j'en vois. Et en fait, j'avoue, quand tu m'as posé la question, je l'ai vu, et donc la réponse est devenue assez naturelle. Et par ailleurs, je ne suis pas développeur, donc je n'ai pas d'avis sur la question que j'imaginais technique, espace ou tabulation. Donc je vais partir sur la version design et beauté, espace. Très bien. Et Anthony ? Moi, j'ai répondu tout à l'heure, mais tabulation pour des questions d'accessibilité. Effectivement, laisser la personne configurer son IDE comme elle veut, et surtout configurer vos linters, vos bonnes pratiques de code, automatiser tout ça, ça sert à rien de réinventer la roue, etc. Vous mettez en place les règles dès le début, en consensus avec l'équipe, et mettez des tabulations. Canon. Merci beaucoup Lucie, merci beaucoup Anthony. Pour l'accueil. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'utiliser Figma, d'utiliser ce dev mode sur Figma, de vous faciliter la vie et d'accepter un peu plus de code généré dans votre code base. Mais comme j'espère que vous l'avez effectivement compris, ça quand même permet de faciliter la vie de tout le monde, aussi bien côté designer que côté développeur ou développeuse. Et moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite encore à nouveau une très bonne année 2025, parce que c'est donc le dernier enregistrement de l'année 2024. Mais je sais qu'on va diffuser à peu près, je pense, fin janvier. Enfin bref, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.